Salut à tous, bienvenue sur French Listen, votre rendez-vous hebdo pour décortiquer le français tel qu'on le parle vraiment, comme des natifs. Enfin, on essaie, hein Bernard? Ha ha! Salut Sandra! Salut tout le monde! Je vais d'emblée le dire, j'ai encore du mal à me sentir natif, quoi que je fasse, même après. Je sais pas, 15 ans à triturer la langue de Molière. Mais bon, on va s'y attaquer ensemble. Carrément. Surtout avec toutes ces petites expressions qui rendent le français tellement, vivant. Prends « tomber dans les pommes ». J'adore cette image. Tu t'imagines quelqu'un qui croque une pomme et paf, il s'évanouit? Ouais, au début, je pensais vraiment qu'il y avait une histoire d'alimentation derrière, jusqu'à ce que je glisse ça à un collègue français, genre « ne tombe pas dans les pommes pendant la réunion ». Eh bien, il a rigolé pendant 2 bonnes minutes. Je crois qu'il n'a pas compris pourquoi j'étais aussi inquiet. Mais c'est ça qui est drôle. On croit bien faire, et puis tout est dans le ton, le contexte. Avoir le cafard, c'est pareil. C'est pas qu'on a vraiment des insectes, hein, c'est avoir le blues, la petite déprime. Oh, filer à l'anglaise, ça, je prends un peu personnellement. Ha ha ha, partir sans dire au revoir, c'est pas juste une spécialité anglaise, hein, mais bon, c'est vrai que vu de France, ça sonne très mystérieux. Bref, ces expressions, elles font toute la saveur du français parlé. Et on va vous montrer comment les apprivoiser sans vous casser la figure, promis. Bon, souvent, on n'ose pas trop, non? On a peur de mal dire ou que ce soit trop bizarre. Moi, par exemple, la première fois qu'un voisin français m'a fait goûter son miel maison, c'était un peu risqué pour moi, tu vois, parce que j'avais jamais mangé du miel qui venait pas d'un supermarché. C'est similaire avec le langage. Faut juste se lancer, goûter et voir si on aime. C'est clair. Je me souviens d'un vieux sketch où quelqu'un tombait amoureux et ça commençait par « coup de foudre ». Ça, c'est typique. En anglais, on dit pas vraiment « lightning strike » pour « love at first sight ». Ça, c'est la magie. Une expression idiomatique, et la conversation prend un autre relief. Oui, ou alors mettre les pieds dans le plat. Je l'ai entendu dans un dîner de famille. Donc, je demande un truc délicat, et paf, on me dit que j'ai mis les pieds dans le plat. C'est pas littéral, évidemment. Tu vois, je me pose toujours une question. Est-ce qu'il faut d'abord maîtriser la grammaire avant de se lancer dans les idiomatismes, ou on peut, genre, foncer tête baissée? Franchement, je crois pas. Les Français eux-mêmes font des boulettes, alors faut aussi apprendre comme un enfant, à l'oreille. Un petit conseil, parlez avec confiance, même si vous bégayez l'expression. Plus on essaie, plus ça devient naturel, non? Exactement. Et puis, enfin, c'est comme en modélisme ferroviaire, tu poses les rails, même s'ils sont pas parfaitement droits au début. Tu corriges au fur et à mesure. Ah ah, belle analogie, on avance sur la ligne. Et parfois, il y a des trains qui déraillent. Je me souviens, lors d'un reportage à Marseille, j'ai voulu impressionner en sortant un poser un lapin. Sauf que j'ai mélangé et dit quelque chose comme planter un lapin. Personne ne comprenait. Et j'étais perdu. Ah oui, et moi, l'an dernier, je confonds avoir la main verte et être vert de rage. Donc, j'ai dit à la maman de mon amie, super fière de son jardin, qu'elle devait sûrement être verte de rage avec toutes ses plantes. Le blanc gênant à table. Mais bon, voilà. Faut rire de ses erreurs. C'est exactement ça. On progresse en se plantant. D'ailleurs, il y a plein de faux amis, des mots ou expressions qu'on croit universels et qui ne veulent rien dire ailleurs. Un conseil, si quelqu'un fait une drôle de tête, demandez direct « c'est comme ça qu'on dit ?» Très souvent, la correction vient gentiment et on l'oublie plus jamais. Et prendre le risque, c'est un plaisir aussi, parce qu'en échangeant, on vit ces petits moments de complicité. C'est comme offrir son propre miel lors d'une dégustation. Parfois, les gens font la grimace, parfois, ils en redemandent. Justement, la clé, c'est de s'immerger dans la culture. Comprendre les idiomatismes, c'est pas juste une question de mots. Ça vient avec des références du quotidien, de l'histoire, de l'humour. Oui, tu découvres que avoir le bourdon, par exemple, on le croise dans des chansons ou dans des vieux films français en noir et blanc. Pour s'aider, rien de mieux que de regarder un film français sans sous-titres, d'écouter des chansons genre Brassens ou Stromae, ou de lire une BD. Exactement. Ou même, petite astuce, tenir un journal avec chaque expression idiomatique rencontrée, l'endroit, la situation et pourquoi pas une petite phrase exemple. Tu fais ça, Bernard? Honnêtement, je devrais. Mais ma mémoire, elle fonctionne avec des images. Alors parfois, je colle même des petits dessins à côté.
chacun son truc. Oui, l'essentiel, c'est d'y revenir régulièrement, de rendre la chose vivante, comme une ruche où chaque idiome a son rôle, tu vois. Et puis, faut pas rester dans son coin. Au lieu d'apprendre des listes par cœur, le mieux, c'est de parler, tester, organiser un échange linguistique, aller boire un verre avec un natif, même si c'est virtuellement. C'est là que la vraie magie opère. Oui, ou lancez-vous un défi. Choisissez une expression chaque matin et forcez-vous à la placer dans une discussion, genre sur WhatsApp ou même sur Twitter. J'ai essayé ça avec « tirer le diable par la queue ». Bon, les gens m'ont un peu regardé de travers, mais j'ai appris. Ou alors, rejoignez des ateliers, des groupes de discussion, où le thème, c'est justement d'oser, de se planter, comme au club de modélisme de Bernard, mais version idiomatique. Tout à fait. Plus tu t'amuses, moins t'as peur. Et plus tu progresses, le fameux bog linguistique. Ce que je conseille toujours, c'est de plonger dans la culture. Un vieux film français, une chanson d'Aznavour ou de Camélia Jordana, ou même une BD comme Astérix. Et notez les expressions que vous entendez vraiment avec la version exacte dans le contexte. Oui, puis faire un journal d'expressions, c'est pas sorcier. Mettez la phrase, la traduction et faites-en une phrase à votre sauce. Plus tu y reviens, plus ça rentre. Moi, avec mes trains miniatures, c'est le même truc. Plus tu pratiques le geste, plus il devient simple, automatique. Et si vous participez à un atelier ou une discussion, c'est l'occasion de tester, se tromper et recevoir des retours sincères. Ça, c'est précieux, surtout dans l'ambiance conviviale d'un groupe passionné. Et franchement, ça fait vite partie de vos réflexes. C'est comme, je dis ça, mais je me plante encore. C'est comme conduire un vélo après des années. Ça revient. Pour terminer, la clé, c'est la régularité. Placez une nouvelle expression dans une conversation, à l'oral ou à l'écrit, histoire de cimenter l'expression, tu vois. Faites-vous un carnet, vous notez le contexte, le sens, la petite anecdote. Rien de scolaire, juste à votre façon. Puis, si vous avez la chance de parler avec des natifs, même en ligne, saisissez-la. Les échanges linguistiques, les rencontres, c'est comme ouvrir un pot de miel. Parfois c'est sucré, parfois un peu amer, mais toujours riche en surprises. Essayez d'attraper au vol une expression nouvelle et lancez-vous en situation réelle. En bref, partez à l'aventure avec les idiomatismes, osez, faites des faux pas et amusez-vous. Le français natif, c'est pas une destination, c'est un chemin semé de pommes, de miel et de beaux fous rires. Je pourrais pas dire mieux. Merci Sandra pour ce voyage linguistique. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec encore plus d'anecdotes, de bégaiements et, je le promets, de bons mots. Merci Bernard et merci à tous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de French Listen. Bonne pratique et osez tomber dans les pommes. Au pire, ça fera rire vos amis. Salut! Salut Sandra, salut à toutes et à tous. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Alors, j'ai quelque À tout de chose suite dans la suite de l'épisode. vraiment super cool pour toi aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Sandra et tu écoutes French Listen. Et ouais, je te promets qu'on va décortiquer le français que les natifs utilisent, tu vois. Salut Bernard, t'es prêt? Hello Sandra, toujours prêt, tu me connais. Des idiomatismes, c'est mon terrain de jeu franchement. Et chaque fois, ça me fait penser à un train qui part sur une voie inattendue. Oh, voilà, tu sais, la toute première expression qui t'a, retourné le cerveau, tu t'en souviens, non? Ah, mais grave, c'était à Marseille, j'étais toute jeune, je débarque et j'entends « Mais elle est tombée dans les pommes !» Je te jure, j'ai cherché une pomme, mais rien, je pigeais rien du tout. C'est génial, ça! Tomber dans les pommes, c'est typique. Et puis, tu sais, il y a aussi, avoir le cafard. Quand j'ai débarqué, moi, sérieusement, je pensais qu'il y avait une histoire de vrais insectes. Et poser un lapin. Alors, j'imaginais une scène de lapin dans un train. Enfin bref, ces expressions, c'est ce qui fait que le français, il est authentique. On comprend vraiment les gens seulement si on capte ce boulot d'imagination derrière les mots. Et puis, si t'es pas natif, tu peux vite, partir à la dérive. Je me rappelle d'avoir sorti un magnifique « Il pleut comme une vache qui pisse » devant toute la famille d'accueil. Gros silence, puis ils se sont, tordus de rire. Mais attends, c'est culturel, non? C'est pas juste des mots rigolos? Absolument!
Derrière chaque image, tu sens, tu sais, la façon de voir le monde des Français. C'est tout un univers caché derrière 3 ou 4 mots. Et les erreurs, franchement, font partie du voyage. Alors, parlons pratique. Comment tu fais pour caser des idiomatismes sans avoir l'air d'un robot? Genre, t'as un ami stressé, tu balances « Allez, ne fais pas une montagne d'un rien !» Direct, t'es dans le ton, tu passes pour un local. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Perso, j'ai un carnet, enfin pas un vrai carnet, mon portable, tu sais, où je note des expressions. Et chaque semaine, hop, je tente d'en glisser une nouvelle en classe. Alors parfois, mes élèves, ils inventent des exemples totalement farfelus. Genre, j'ai mis les pieds dans le plat avec mon poisson rouge. Voilà, c'est ridicule, mais c'est comme ça qu'on retient. Tiens, j'ai une idée. Imagine, on fait une mini-scène. Tu commandes une baguette, alors... Oh, ok. Bonjour. Ah non, il y en a plus? Ben, c'est pas la mer à boire. Tant pis, je vais pas en faire tout un plat. Oh, attendez. Je préfère pas mettre les pieds dans le plat, mais votre croissant, il a pas l'air frais, hein? Bon, on fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Je vais le prendre quand même. Franchement, tu viens d'en placer 4 en 2 phrases. Bravo. Mais, tu vois, c'est la spontanéité qui fait la magie. Et un peu d'entraînement quand même. Et c'est hyper drôle aussi, parce que, en français, t'as des images, genre « chercher midi à 14h ». Si tu regardes ça littéralement, c'est n'importe quoi. Ou « mettre son grain de sel », c'est l'art d'intervenir partout. Tu vois? Exactement. C'est comme quand je joue avec mes maquettes de train. Tu dois avoir le sens du détail, de l'imagination et accepter que tout ne roule pas toujours droit, tu vois. Petit clin d'œil à mes copains de club de modélisme. Ça fait partie de l'humour aussi. T'as le droit de sortir des expressions, juste pour détendre l'atmosphère. Je me souviens, on avait un débat tendu sur la peinture d'un signal et d'un coup quelqu'un balance « Les carottes sont cuites ». Silence. Puis tout le monde a ri. Instantanément, la tension descend. L'expression, c'est pas qu'une image. C'est du lien social, c'est presque comme, tu sais, une blague privée. Et ça évolue, non? Aujourd'hui, sur les réseaux, les jeunes inventent des trucs. Parfois, c'est incompréhensible pour moi. Totalement. Il y a des nouveaux idiomatismes chaque année, mais j'avoue, j'ai la nostalgie des vieilles expressions. Genre, être sur la paille. Ça sonne presque poétique, tu trouves pas? D'ailleurs, rien de tel qu'une anecdote pour montrer à quel point ça crée une connexion. Une fois, j'ai utilisé « ce n'est pas la mer à boire » avec une collègue paniquée, elle a explosé de rire et paf, la glace était brisée. C'est fou comme une expression peut désamorcer une situation tendue. C'est vrai, tu sens tout de suite une proximité. Alors, moi je propose à tous ceux qui nous écoutent un petit défi de la semaine. Tu choisis une expression, tu t'obliges à la placer dans une vraie conversation. Au boulot, au café, avec tes potes. Et tu nous racontes ensuite sur nos réseaux, tu vois. Faites-nous rêver ou rire, franchement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a plein d'outils. Des livres genre 1001 expressions françaises, des podcasts, des applis spécialisées. C'est comme s'immerger dans l'univers du modélisme. Plus tu bricoles, plus tu maîtrises. Oui. Et même sur YouTube ou en écoutant d'autres podcasts, tu repères vite les expressions qui reviennent, tu les notes, tu testes. Bref, faut rester curieux. Justement, tu viens de toucher un point clé. Comprendre le contexte. Un idiomatisme mal placé et tu passes pour bizarre, hein? Ce que j'adore, c'est regarder des dialogues authentiques et repérer où et comment c'est inséré naturellement. Genre, dans une série, un personnage balance « il pleut des cordes » juste après avoir regardé par la fenêtre. Bam! Naturel! Oui, et pratiquer, c'est clé. Moi, parfois, j'imite carrément les scènes que j'ai vues. J'enregistre, je joue les 2 rôles, un peu comme une réplique de train miniature. T'essaies l'intonation, tu fais la voix. Et petit à petit, ça rentre. Et tu te crées des scénarios, pro, perso, à table, au boulot, tu testes. Et le feedback, c'est crucial. Un natif qui dit « Ah non, là ça colle pas » ou « Ouais, parfait, bien placé ». C'est comme avoir un plan pour ton modèle réduit. Ça t'aide à corriger. Tout à fait. Et tu sais, enregistrer tes propres dialogues, ça paraît bizarre, mais c'est ultra efficace. Tu prends ton téléphone, tu joues une situation, genre un entretien, une scène de famille, tu balances quelques idiomatismes, puis tu réécoutes.
Tu vois direct ce qui sonne juste ou un peu ringard? Mais oui, et il y a tellement d'occasions en vrai, avec les échanges linguistiques, ou en atelier conversation, là, tu testes en direct, on te corrige, c'est vivant. Et fais-toi une liste de moments types comme dîner entre amis ou entretien d'embauche. Tu prévois tes expressions à placer, ça aide. J'adore. C'est comme préparer les wagons avant un grand tour de train, pas vrai? Plus tu anticipes, plus t'es fluide. Et puis, tu prends confiance, t'oses inventer, même adapter. Alors, pour finir, c'est la nuance qui fait tout. T'observes, t'écoutes des dialogues, des vidéos. Tu repères quand l'expression tombe juste, comme une touche finale, pas plaquée. Et tu analyses, est-ce humoristique, ironique? Est-ce amical, critique? Ouais, et l'imitation, c'est pas juste les mots, c'est la gestuelle, la mimique. C'est un ensemble. Mets-toi devant le miroir, refais la scène, voix, posture, comme un acteur ou un chef de gare. N'hésite pas à demander aux vrais natifs. Moi, j'ai progressé grâce à des retours précieux sur la nuance. Je croyais être pro, mais parfois j'étais un peu à côté de la plaque, tu vois. C'est ça, l'important. Essayer, rater, recommencer et garder le plaisir. Car, franchement, les idiomatismes, ça connecte, ça fait sourire et ça donne envie d'aller plus loin. Merci Bernard, c'était encore un tour de montagne russe avec toi. Merci Sandra. Comme toujours, un plaisir d'embarquer sur French Listen. On se retrouve vite pour approfondir le français et placer quelques nouvelles perles idiomatiques. Allez, à la prochaine. À bientôt tout le monde. Continuez à jouer avec les mots et à vous amuser. C'est comme ça qu'on apprend. Salut Bernard. Ne partez pas encore. Salut Sandra. Salut à Regardez tous. maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour Seb. À tout à l'heure pour la suite de C'est une l'épisode. situation que beaucoup connaissent, j'imagine. On lit bien le français, on comprend un film, un podcast sans trop de soucis, mais voilà, au moment de parler, paf, ça bloque. Les mots ne viennent pas, on doute de sa prononciation et puis la confiance, elle disparaît un peu. C'est frustrant, non? Cette espèce de décalage. Oui, c'est très courant comme sentiment. Aujourd'hui, justement, on explore ça en profondeur. On va essayer de comprendre d'où vient ce blocage et puis surtout, on va chercher des stratégies, des pistes concrètes pour améliorer à la fois la prononciation et l'aisance. L'idée, c'est de trouver comment parler français avec plus de clarté et d'assurance. Tout à fait. Et pour ça, on a regardé pas mal de choses, des ressources assez variées en fait. On a des articles de blogs spécialisés, tu sais, le FLE, Maîtrise le français, Français authentique, ce genre de site. Oui. Des plateformes comme SpeakMeters aussi. Et puis, chose intéressante, des discussions sur des forums type Reddit, où là, les apprenants partagent vraiment leur vécu sans filtre. Ah oui, ça c'est précieux. Oui. Et on a complété avec des vidéos d'experts, des articles sur l'immersion. Bref, on a essayé de croiser un peu les exercices pratiques, les conseils plus psychologiques et les retours d'expérience. Parfait. Donc, notre mission, si on peut dire, c'est de trier tout ça, d'en sortir l'essentiel, les astuces qui fonctionnent vraiment, pour passer de cette compréhension un peu passive à l'expression active. Alors, par où on commence pour démêler tout ça? La base, peut-être? Le son, la prononciation? Oui, bonne idée. Parce que c'est vrai que la peur de mal prononcer, ça peut être un frein énorme. J'ai vu ça dans nos sources, notamment un guide qui détaillait plein d'exercices. L'idée, c'est qu'on ne peut pas bien produire un son si d'abord on ne l'entend pas correctement. Exactement. Un peu comme un musicien, quoi. Il doit d'abord éduquer son oreille. Ça passe par quoi concrètement, cette éducation de l'oreille, tu vois? Ça passe beaucoup par ce qu'on appelle des exercices de discrimination auditive. C'est un peu technique comme nom, mais l'idée est simple. Entraîner l'oreille à faire la différence entre des sons français qui sont très proches et qui n'existent pas forcément dans sa langue maternelle. Tu vois, le fameux « u » de « tu » contre le « ou » de « tout ». Ah oui, classique. Voilà. Ou les voyelles nasales « en »,« i »,« on ». Des sites comme lepointduflet.net par exemple, ils proposent ce genre d'exercice très ciblé. C'est vraiment un travail pour affiner la perception. D'accord, donc étape 1, mieux entendre pour, logiquement, mieux reproduire. Mais le français a aussi cette petite difficulté, non? Le lien entre l'écrit et l'oral. Parfois, c'est pas direct. Un même son peut s'écrire de plein de manières. Comment on gère ça? Ah, ça, c'est un vrai défi, clairement. Une technique qui est souvent recommandée, c'est de combiner l'écoute et la lecture. D'accord.
Par exemple, lire un article tout en écoutant la version audio. Mhm. Ou regarder une vidéo, mais avec les sous-titres en français, pas dans sa langue maternelle. Oui, important. Très important. Ou même utiliser des livres audio pour apprenants, tu sais, la collection Lire en français facile chez Hachette, par exemple. Le but, c'est vraiment de créer une association forte, tu vois, entre le mot écrit et le son qui va avec. Et quand on bute sur un mot, on le repère, on réécoute, on le décompose si besoin. Syllabe par syllabe. Oui, syllabe par syllabe, et on répète. Et pour ceux qui veulent vraiment la précision ultime, il y a l'alphabet phonétique international, l'API. Ça revient souvent. Mais ça fait pas un peu peur, un peu technique, l'API ? Si ça peut faire peur au début, c'est vrai, mais c'est un outil qui peut être super puissant. Il permet de visualiser les 36 sons du français. Et surtout, d'identifier très précisément ses propres points faibles. Ah, d'accord. Une source disait justement de ne pas le voir comme un passage obligé pour tout le monde, mais plutôt comme une sorte de loupe, tu vois, pour examiner les sons qui nous posent problème de façon récurrente. Et après, on peut cibler le travail. Par exemple, noter la transcription API des mots nouveaux ou difficiles dans un petit carnet. D'accord, donc l'API, c'est un peu l'outil de précision pour les cas difficiles. Et une fois qu'on a repéré ces points faibles, mettons une voyelle spécifique ou un enchaînement de consonnes comme le fameux R français qui donne du fil à retordre, Ah oui, le R. comment on travaille ça de manière efficace, sans que ça devienne trop scolaire, trop ennuyeux Alors là, les sources insistent beaucoup sur la pratique ciblée et répétitive. Un peu comme un sportif qui fait ses gammes, ou un musicien. D'accord, les gammes. C'est ça. Si c'est une voyelle qui coince, on peut la répéter en l'associant à des consonnes faciles. Papé-peu-peu, tu vois. Oui, Si c'est un enchaînement de consonnes compliquées, genre RGD dans regarder, on le décompose. Ragorgir, puis gargir, et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment d'automatiser le mouvement des muscles de la bouche. d'accord, rendre ça automatique. Exactement. Et puis il y a aussi des exercices d'articulation un peu plus ludiques qui sont proposés. Les virelangues, bien sûr. Les chaussettes de l'archiduchesse. Voilà, ce genre de choses. Ou alors un truc qui vient du théâtre, l'exercice du crayon entre les dents. Ah oui, comment ça marche ? Tu tiens un crayon entre les dents et tu essayes de parler. Ça te force à exagérer l'articulation et ça ralentit aussi ton débit. C'est pas mal pour ceux qui ont tendance à manger leurs mots. Ça aide à prendre conscience de sa bouche. Le coup du crayon, c'est assez surprenant, ça bise. Mais je vois l'idée, oui. Prendre le contrôle physique de la parole. Et s'enregistrer, j'imagine que ça, c'est une étape importante aussi. Ah oui, absolument crucial. Ça, c'est souligné par plusieurs experts. Le truc, c'est qu'on a souvent une perception un peu biaisée de sa propre voix, de sa prononciation. On ne s'entend pas comme les autres nous entendent, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc s'enregistrer, que ce soit en lisant un texte ou en parlant librement, et puis s'écouter. Mais s'écouter de manière critique, mais bienveillante quand même. Oui, pas se flageller non plus. Non, voilà. Ça permet de repérer objectivement les points à améliorer. Un son qui coince, un rythme peu haché, un manque de fluidité. Et après, on retourne à ses gammes, où on répète des phrases ciblées. D'accord. Donc, on a l'oreille, la mécanique de la bouche, le lien écrit-oral, l'auto-évaluation. Ça fait une bonne base technique, tout ça. Mais on le sait bien, maîtriser la technique, ça suffit pas toujours. Si la peur de parler est là, si elle prend le dessus, tout ce travail peut sembler un peu inutile. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, pour beaucoup de personnes, non ? Ce fameux « je comprends, mais je bloque au moment de parler ». Exactement. Et c'est là où les sources deviennent particulièrement intéressantes, je trouve, parce qu'elles explorent vraiment les raisons psychologiques de ce blocage. D'accord ? Nathalie FLE, par exemple, elle liste les plaintes typiques. J'ai pas assez de vocabulaire, je suis mal à l'aise, j'ai honte de mon accent. Et c'est essentiel, comme le dit aussi Français Authentique, de comprendre quelle est sa propre source de blocage. Parce que c'est pas la même pour tout le monde. Est-ce que c'est vraiment la peur du jugement, la panique ? Ou est-ce que c'est plutôt la frustration de ne pas trouver les mots assez vite ? Ou alors c'est peut-être la difficulté à suivre quand quelqu'un parle vite en face ? C'est intéressant, oui. Parce que j'imagine que selon la cause, la stratégie pour débloquer sera pas la même. Si c'est la peur du jugement, juste travailler la prononciation, ça suffira peut-être pas. Précisément. Il y a des travaux sur ce qu'on appelle l'anxiété linguistique, FLC, formation en parle bien. Ça montre que cette peur, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être la peur de l'interaction directe, ou le stress d'être évalué, même implicitement, tu vois, ou juste l'angoisse de ne pas comprendre ce que l'autre dit. Et les causes derrière ça, elles sont souvent profondes. La peur du ridicule peut être liée à des expériences passées, un manque de confiance dû à un apprentissage très scolaire, très
théorique. Trop axé sur la grammaire, peut-être. Oui, voilà. Ou le perfectionnisme, cette idée qu'il faut parler parfaitement ou pas du tout. Ou simplement la peur de ne pas être compris. Et c'est important de ne pas se cacher derrière de fausses excuses du genre « Ah, mais mon niveau est trop bas » ou « Je vis pas en France », parce que ça empêche de s'attaquer aux vrais problèmes. D'accord. Alors justement, comment on s'attaque à ces racines psychologiques? C'est quoi la première étape pour débloquer la parole quand c'est la peur qui domine comme ça? Alors là, il y a un message qui revient, mais partout, dans quasiment toutes les sources. FLCC, formation, Speakmeters, français authentique, même les discussions sur Reddit. C'est l'acceptation de l'imperfection. Accepter de faire des erreurs. Oui, accepter que faire des erreurs, c'est pas seulement inévitable, mais c'est carrément le moteur de l'apprentissage. Il y a un commentaire sur Reddit qui dit « Les seuls qui ne font pas d'erreurs sont ceux qui ne parlent jamais ». C'est pas faux. C'est ça. Il faut réussir à changer d'objectif si tu veux. Viser la communication, l'efficacité, faire passer son message. Pas la perfection grammaticale ou phonétique absolue. D'ailleurs, même les natifs font des erreurs, hein, et les enfants, ils apprennent bien en se trompant. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, non? Quand on est là face à quelqu'un et qu'on sent le mot qui coince, la faute qui arrive, comment on fait pour être plus doux avec soi-même? Cultiver cette bienveillance. C'est un vrai travail de fond, ça, c'est sûr. D'abord, peut-être réaliser que se juger trop durement, c'est contre-productif. Le stress que ça génère, ça bloque encore plus la parole. Le cercle vicieux. Exactement. Ensuite, comme le disait un intervenant sur Reddit, il faut aussi réaliser que la plupart des gens, les gens normaux, quoi, ils sont plutôt bienveillants. Ils apprécient l'effort de communication, même si c'est maladroit. Hmm. Alors oui, il y aura toujours des gens pour juger, c'est vrai, mais il faut apprendre à ignorer les critiques qui ne sont pas constructives. Et puis, chercher activement des interlocuteurs positifs, ça c'est crucial. Un bon prof, des partenaires d'échange linguistique avec qui on se sent bien, des groupes de conversation, l'ambiance est relaxe. Trouver un espace sûr, en quelque sorte, pour pratiquer, c'est logique. Et une fois qu'on est dans cet environnement un peu protégé, ou même quand on se lance tout seul, est-ce qu'il y a des techniques pour se faciliter la tâche au début, pour que ça paraisse moins une montagne? Oui, il y a plusieurs stratégies pratiques qui ressortent. La première, c'est de simplifier son discours. D'accord. Pas besoin de vouloir faire des phrases super longues et complexes comme on le ferait à l'écrit. Des phrases courtes, avec la structure de base sujet, verbe, objet, souvent ça suffit largement pour se faire comprendre. La clarté avant la complexité, en gros. Et si le problème, c'est le manque de mots, ce fameux trou en pleine phrase qui fait paniquer? Alors là, il y a la technique de la périphrase qui est très utile. Si on ne trouve pas le mot boulangerie, on peut dire l'endroit où on achète le pain. Expliquer autour du mot. C'est ça, c'est une compétence à développer. Et puis, c'est aussi conseillé de se concentrer sur le vocabulaire qui est vraiment utile pour soi, pour parler de son quotidien, de ses centres d'intérêt. Pas la peine d'apprendre des listes de mots abstraits au début. Et une autre astuce, apprendre des phrases réflexes, des locutions courantes pour structurer son discours. Des trucs comme « D'accord, mais je pense que, en fait, c'est une bonne question ». Français authentique suggère de noter celles dont on a besoin et de se forcer un peu à les utiliser. D'accord, avoir de béquilles en quelque sorte. Une autre astuce que j'ai trouvée un peu contre-intuitive dans les sources, c'est le conseil de parler lentement. On aurait plutôt tendance à vouloir accélérer pour masquer les hésitations, non? Si, c'est une tendance naturelle, mais c'est une erreur apparemment. Parler vite, quand on est stressé, ça augmente l'anxiété et ça augmente aussi la probabilité de bloquer. Ah oui. Ouais, alors que ralentir consciemment son débit, faire des phrases courtes, marquer des petites pauses pour respirer, pour réfléchir et même pour avaler sa salive, comme le note très justement Français authentique, ça a plusieurs avantages. Lesquels? D'abord, ça donne du temps au cerveau pour chercher les mots. Ensuite, ça améliore la clarté pour la personne qui écoute. Et paradoxalement, ça donne une impression de calme, de maîtrise. C'est vrai que quelqu'un qui parle posément paraît plus sûr de lui? Exactement. Et c'est là que les exercices d'articulation dont on parlait avant, le crayon, les vire-langues, ils aident aussi. Parce qu'ils forcent à ralentir et à bien détacher les syllabes. D'accord. Donc, ralentir pour gagner en confiance et en clarté. C'est noté. Mais bon, tout ça, ça reste un peu théorique si on ne passe pas à l'action, si on ne pratique pas vraiment. Comment on se lance concrètement dans la pratique orale? Ah oui, la pratique, c'est la clé absolue. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut commencer tout seul. Ah bon? Comment? La technique du shadowing, par exemple. Imiter un locuteur natif, soit en même temps que lui, soit juste après. C'est excellent pour travailler le rythme, l'intonation, la fluidité. D'accord, le shadowing. Se parler à soi-même aussi, c'est une très bonne habitude.
Se raconter sa journée à voix haute, décrire ce qu'on est en train de faire, ça peut paraître bizarre, mais c'est un super entraînement, sans enjeu. Oui, personne ne juge. Voilà. Lire à voix haute aussi, bien sûr. Et ensuite, pour passer à l'étape suivante, l'interaction avec d'autres personnes? Là, il faut multiplier les occasions, autant que possible. Les plateformes d'échange linguistique en ligne, genre Tandem, HelloTalk, c'est très populaire. Oui. Prendre quelques cours avec un tuteur en ligne Italki, Fepli, ça peut donner un cadre, un retour bienveillant et structuré. Mhm. Rejoindre des clubs de conversation, que ce soit en ligne comme ceux de l'Académie française authentique ou de SpeakMeters, ou en vrai, dans une alliance française, une association locale, c'est idéal pour pratiquer en groupe. Oui, l'effet de groupe peut être motivant. Tout à fait, et certains suggèrent même d'utiliser des chatbots, tu sais, l'intelligence artificielle, comme une première étape pour vaincre la timidité. L'important, c'est de trouver le format qui nous convient et de s'y tenir, d'être régulier. L'immersion revient aussi très souvent comme étant le top du top. Est-ce que ça veut forcément dire déménager, partir vivre en France ou dans un pays francophone? Pas nécessairement. Évidemment, un séjour à l'étranger, c'est hyper efficace, ça c'est clair. Il y a des témoignages qui le montrent, et même des études, EF GoBlog en cite, sur les bienfaits pour le cerveau de l'immersion, même courte. Ah oui. Oui, ça modifie le fonctionnement cérébral lié aux langues. Mais on peut aussi créer une sorte de bulle d'immersion chez soi. Comment? Changer la langue de son téléphone, de son ordinateur. Écouter la radio, des podcasts en français pendant les trajets, en faisant la cuisine. Regarder des films, des séries en VO. L'important, c'est l'exposition massive et régulière à la langue parlée, la langue authentique. Entendre beaucoup de français. C'est ça. Français authentique base d'ailleurs toute sa méthode là-dessous. Écouter, 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 pour que le français devienne plus naturel, pour commencer à penser en français sans toujours passer par la traduction. Oui, cette idée de penser en français, ça semble être une étape clé pour devenir plus fluide, non? Ouais, tout à fait. Et ça rejoint la question plus générale de l'état d'esprit. Il faut essayer de cultiver une attitude positive, de croire en ses capacités, même quand c'est difficile. Pas facile. Non, c'est pas facile. Et surtout, être patient. Apprendre une langue, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Français Authentique raconte l'anecdote d'une membre de son académie qui s'impatientait au bout de 2 semaines. Il faut accepter que ça prend du temps, faire confiance au processus. Se donner du temps. Voilà. Se rappeler son pourquoi aussi. Pourquoi on apprend le français? Pour les études, le travail, par passion. Garder ça en tête, ça aide à rester motivé quand on a des doutes. Et puis, dernier point mais essentiel, garder le plaisir. Ah oui. Choisir des sujets qui nous intéressent, des films qu'on aime, des interlocuteurs avec qui on s'entend bien. Si ça devient une corvée, si on se force tout le temps, on finit par abandonner. C'est logique. Un dernier point qui m'a marqué dans les sources, c'est le lien que fait Français Authentique entre l'hygiène de vie et l'apprentissage. Ça paraît évident, mais on n'y pense pas forcément. C'est vrai. Et pourtant, c'est fondamental. Un cerveau qui est fatigué, qui est mal nourri, qui est stressé, il apprend beaucoup moins bien. Donc, bien dormir, bouger un peu, manger correctement, ça fait aussi partie de la stratégie pour bien apprendre une langue. Il faut se voir un peu comme un athlète de l'apprentissage. Un athlète de l'apprentissage, j'aime bien l'image. Prendre soin de soi, c'est aussi mettre toutes les chances de son côté pour progresser. C'est une perspective intéressante. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, on voit bien qu'améliorer son français oral, c'est pas juste une question de technique, de bien prononcer les R ou les U. C'est un mélange complexe, en fait. Il y a le travail technique, oui, sur l'oreille, sur la bouche, mais il y a aussi, et peut-être surtout, tout le travail sur les blocages mentaux, sur l'acceptation de l'imperfection, sur le fait d'oser se lancer, de trouver les bonnes stratégies pour soi. Et puis, cultiver la patience et le plaisir dans tout ça. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir comment ces deux aspects, le technique et le psychologique, ils sont vraiment liés, interconnectés. Oui. Oui, on a parlé d'entraîner sa petite voix intérieure à bien prononcer, grâce à la phonétique, aux gammes, mais on a aussi vu à quel point le critique intérieur, cette autre petite voix, celle qui nous juge et qui nous bloque, peut être puissant. Ça ouvre une réflexion intéressante, non ? Ah oui, tout à fait. La question qui me vient là, pour aller un peu plus loin, c'est comment on pourrait faire pour que l'entraînement de cette petite voix ne soit pas seulement technique, bien prononcé, mais aussi psychologique ? Comment on pourrait, en même temps qu'on fait nos gammes ou nos virelangues, entraîner cette voix intérieure à devenir une alliée, une source d'encouragement plutôt qu'un juge sévère qui nous paralyse ? Est-ce que le travail sur l'articulation, sur le souffle par exemple, ça peut aussi aider à calmer ce dialogue interne, tu crois ? C'est une excellente question, une excellente piste de réflexion. Peut-être que le fait de prendre conscience de sa voix physique, de la maîtriser, de lui donner de l'assurance, peut-être que ça a un effet retour sur la confiance en soi globale.
et que ça aide justement à faire taire un peu ce critique intérieur. C'est vaste sujet. En effet. Voilà en tout cas de quoi réfléchir et, on l'espère, des pistes bien concrètes pour toutes celles et ceux qui ont envie de parler français avec plus de fluidité et de confiance. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse avec nous Merci à vous. et à très bientôt pour une nouvelle exploration.